Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de RiadaCast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Aujourd'hui, plongeons ensemble au cœur d'une année exceptionnelle pour le football marocain, une année où les émotions, les exploits et la fierté nationale ont rythmé les terrains. De la médaille de bronze remportée par l'équipe nationale olympique au JO de Paris à la désignation officielle et historique du Maroc comme co-organisateur du Mondial 2030. Nous parlerons également des avancées stratégiques comme la création d'un fonds national pour soutenir la formation des talents et reviendrons sur les performances mémorables de nos clubs avec la renaissance de Berkane en finale de la Coupe de la CAF et la ISFAR en finale de la Ligue des champions féminine. Et pour analyser ces temps forts, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Amin Rahmouni, consultant et chroniqueur sportif. C'est Amin, bienvenue parmi nous sur les Adacast. Salut, tout le plaisir est pour moi. Merci pour votre invitation. Alors, 2024, c'était une année marquante pour le football marocain, avec des moments qui resteront gravés dans les mémoires. Parmi ces moments historiques, il y a la médaille de bronze de l'équipe olympique au JO de Paris, une victoire éclatante 6-0 contre l'Égypte lors du match pour la troisième place, qui a couronné leur parcours remarquable, sans oublier Soufiane Rahimi avec ses 8 buts, qui s'est illustré lui aussi comme meilleur buteur de la compétition. Amine, quel regard tu portes sur cette performance des Lions de l'Atlas? Un regard extrêmement positif, avec fierté aussi, parce qu'on va quand même rappeler que l'année ne commence pas si bien que ça, parce qu'elle commence déjà par un vrai faux pas en Cannes ivoirienne, donc qui annonçait quand même des lendemains un peu difficiles, parce que là, effectivement, on a eu une année finalement qui se termine relativement bien, avec, comme tu l'as dit si bien, ben, les JO, où on va briller, dont on va parler maintenant, avec effectivement le Berkane, avec les féminines de la ESPAR en finale de Champions League, remportée quand même par une Marocaine. Si elle est du côté du TP Mazembe, on va rappeler que le Mebo Mezi est une entraîneur avec un E à la fin, ben, marocaine, de formation au Maroc. Donc oui, c'est une année riche, mais qui commence, on va dire, un petit peu laborieusement, parce on va quand même dire deux mots sur cette locomotive de foot qui est l'équipe nationale, qui commence un peu difficilement avec bah, cette élimination qu'on peut qualifier de piteuse. On s'en rappelle dès les huitièmes face à une petite équipe sud-africaine. Et on s'était dit, bon voilà, on espère juste que ça ne sera pas cette compétition qui va donner le ton de tout ce que fera l'équipe nationale par la suite. Et Dieu merci, ça n'a pas été le cas, parce que ensuite, l'équipe nationale a relativement brillé et beaucoup marqué tout au long de cette année, notamment dans les matchs amicaux ou dans les compétitions officielles. Et là, je pense essentiellement aux éliminatoires en Cannes, où on est à, de mémoire, je dirais, près de 18 buts, il me semble, en 6 matchs. Bref, on cartonne tous nos adversaires et même les Gabonais à l'extérieur, parce qu'on disait souvent que cette équipe marocaine cartonnait et performait, mais surtout au Maroc. On s'est rendu compte aussi qu'on savait voyager. Alors certes, ce n'était pas la grande équipe du Gabon, mais ça reste quand même l'équipe du Gabon avec quelques stars, même si elles sont un peu sur le retour. Je pense notamment à Aubameyang et Bouanga. Et par la suite, comme tu le dis si bien, bah, ces JO, ces formidables JO, où très honnêtement, on ne s'attendait pas à une pareille performance parce que voilà, les JO ne nous ont pas toujours réussi. On se rappelle des JO de 2012 où on avait relativement fait bonne figure, mais on n'était pas allé aussi loin. Mais là, tu commences par une victoire incroyable et improbable, il faut le dire, contre l'Argentine 2-1. Et puis, de mémoire, je pense qu'on tombe contre l'Ukraine 2-1 aussi. On bat les Irakiens 3-0 et ensuite les Américains 4-0. Et ensuite, on perd contre l'Espagne 2-1 au bout d'un match super tendu. Et on cartonne, comme tu l'as dit, l'Égypte 6-0. Pour moi, il y a eu deux points importants de la CAN. Enfin, plusieurs points importants, mais deux que je relève. Le premier, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait marquer beaucoup de buts. Et là, c'est quelque chose de, pour moi, relativement nouveau parce que on a toujours une équipe nationale un petit peu réticente à aller planter les buts, même quand on en avait l'occasion. C'est rare ces victoires très, très larges sur une compétition. On peut même revenir aux principales compétitions où on a brillé. On n'a jamais été aussi prolixe en but avec, comme tu dis, Rahimi qui cartonne, mais en fait, toute l'équipe a bien performé mais essentiellement Rahimi, effectivement. Et là, je félicite un peu le choix de Skitiwi et de Regragui, parce qu'il faut bien dire qu'il est avec lui sur les trois joueurs extra 23 ans, on va dire, choisis, à savoir le gardien Mounir, le capitaine Hakimi et donc Rahimi devant, donc il finit meilleur buteur. Et puis surtout, on brise un vrai plafond de verre en allant en mettre 6 à l'Égypte, qui est une sorte de bête noire pour nous en Afrique.
Et là, on ressort avec une nouvelle génération de joueurs qui tapent en équipe nationale. Et je pense notamment à Khoumesh, au petit Richardson, à Zozi, même si on l'a plus revu par la suite avec les A. Bouchoueri aussi. Bref, on a une jeune génération qui vient bousculer un petit peu les cadres, même s'ils sont jeunes, hein, ils ne sont pas si vieillissants ça, mais qui viennent taper un peu à la porte de cette équipe nationale. Sachant en plus qu'on avait deux avancantes qui étaient blessées, qui n'ont pas pu partir, à savoir Mouhoub, l'ancien du Raja, et surtout Huguemen, l'ancien des Phares, qui aujourd'hui brille aux Rangers. Donc en fait, on sort de ces JO avec des étoiles plein les yeux, avec des grosses convictions, parce qu'en plus, on joue bien. On ne fait pas que gagner, on joue vraiment très, très bien. Et même si la défense était relativement flottante par rapport au reste de l'équipe, ben, on prend très peu de buts finalement. On en prend deux contre l'Ukraine, deux contre l'Espagne, un contre l'Argentine. C'est peu en grand match pour beaucoup de buts marqués. Donc voilà, je pense qu'on a fait un résumé plutôt global de la situation de ces JO où je pense qu'on a démontré qu'une nouvelle génération était prête et prête surtout à venir renforcer la génération des A qui aujourd'hui est quand même promise un bel avenir parce qu'elle est à la fois jeune, talentueuse et redoutablement efficace devant. En plus de ces belles performances des équipes nationales, il y a aussi un autre moment marquant pour le football marocain cette année, c'est la désignation officielle du Maroc comme pays hôte de la Coupe du Monde 2030, aux côtés de l'Espagne et du Portugal, et cela après presque 40 ans d'efforts et 5 candidatures ratées, celles de 1994, 1998, 2006, 2010 et 2026. C'est donc une énorme victoire qui place le Royaume sur la carte du football mondial. Alors, Amine, d'après toi, cette organisation du Mondial 2030, qu'est-ce que ça va changer pour le football national, que ce soit à court, moyen ou long terme? Avant de penser aux conséquences, déjà, je pense qu'il faut parler de fierté, parce qu'on a eu 5 candidatures infructueuses, dont une qui nous a particulièrement marqué parce qu'on pensait que c'était fait. C'était celle de 2010 qui finalement a été attribuée à l'Afrique du Sud. Et moi, j'étais à Zurich en 2005, il me semble, quand Blatter annonce l'Afrique du Sud du Maroc. Je peux t'assurer que, contrairement aux autres éditions, on en est ressorti avec un vrai goût d'amertume dans la bouche parce qu'on était véritablement persuadé que c'était la bonne. On la voulait vraiment, cette première Coupe du Monde en Afrique, sur le sol africain. Et c'est finalement Jack Farner qui nous l'a fait à l'envers, l'un des votants, et c'est finalement l'Afrique du Sud qui l'a eu. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on a compris qu'on avait véritablement nos chances, parce que moi, je me rappelle aussi les toutes premières candidatures. Je suis plutôt jeune, donc moi, celle de 94, je l'ai vécue aussi. Et je me rappelle qu'au début, on parlait de chimère, on parlait de quelque chose qui était beaucoup trop grand pour nous et que c'était irréalisable. Mais je pense qu'en 2010, on s'est dit c'est faisable. Il faut juste persévérer, ça va le faire. Donc effectivement, en 2006, ça ne l'a pas fait. Et là, en 2030, je pense qu'on en a une historique parce qu'elle va se dérouler déjà sur 2 continents. C'est la première fois que ça va se faire. Donc le continent africain et le continent européen, avec 2 pays voisins, que sont le Portugal et l'Espagne. Et je tiens à le préciser parce que c'est très important, nous ne sommes pas juste un colissier. Je pense que nous pouvons être considérés comme d'égal à égal avec ces 2 grands pays de foot que sont l'Espagne et le Portugal. Et nous ne sommes pas une troisième roue du carrosse, ça je le précise. D'ailleurs, je pense qu'on va accueillir beaucoup plus de matchs que le Portugal. Après, les conséquences déjà pour notre football à court terme, elles seront infrastructurelles. Tous les stades sont en train d'être remis à niveau pour la CAN à venir, mais également pour la Coupe du Monde, on imagine bien, avec le futur grand stade de Casablanca, qui sera surtout à Ben Slimane, mais bon, on appelle ça le grand stade de Casablanca. Donc voilà, d'abord infrastructurel. Ensuite, pour le reste, je ne sais pas s'il y aura un transvasement vers nos clubs de Botola et vers notre Botola tout court, parce qu'on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, tout est dédié à cette Coupe du Monde au détriment, je le rappelle, hein, de notre Botola actuelle, qui n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'on peut la considérer parmi les meilleures d'Afrique, au vu de ses récentes performances, ou au moins sur les 10 dernières années. On va en parler tout à l'heure, Berkane a gagné la Coupe de la CAF, le Raja a gagné la Coupe de la CAF, le Wydad a gagné 2 fois la Champions League, tout ça en moins de 7-8 ans, donc ça veut dire qu'on a un poids au niveau africain. Donc voilà, à moyen terme, je pense qu'il y aura déjà des retombées infrastructurelles. À court terme, il faudra peut-être un petit peu de temps. À court terme, je pense qu'il faut juste déjà digérer la joie d'être hôte d'une Coupe du Monde. Et à long terme, c'est de nous installer véritablement, durablement parmi le gratin du football mondial parce qu'on est quand même, qu'on le veuille ou pas, toujours pas réveillé d'un rêve, celui d'être demi-finaliste d'une Coupe du Monde au Qatar. Donc l'idée quand même, c'est de maintenir ce statut-là et d'aller faire une belle Coupe d'Afrique des Nations à la fin de l'année prochaine chez nous, dans un premier temps, de se qualifier brillamment pour la Coupe du Monde 2026. Je pense qu'on a les moyens et les talents pour le faire, de briller à la Coupe du Monde 2026. Alors, je ne sais pas si on aura la chance de notre vivant de revoir une demi-finale de Coupe du Monde. Ça, je nous l'espère et voire plus.
mais au moins continuer à exister sur la scène internationale et enfin d'être prêt pour ta Coupe du Monde en 2013. Et là, je parle au niveau de l'organisation, mais ça, je n'ai aucun doute qu'on sera prêt, mais également footballistiquement, c'est-à-dire avoir une belle génération de footballeurs d'ici 2030, d'ici 5 ans, capables de passer le premier tour et peut-être d'aller aussi loin que le Qatar, voire plus loin, pourquoi pas. Après tout, on a rêvé d'avoir une Coupe du Monde, on l'a eu, on peut rêver aussi d'aller en finale de Coupe du Monde et y arriver, quoi. C'est vrai que ce parcours vers l'organisation de la Coupe du Monde est un vrai exploit, mais comme tu le dis, la vraie question maintenant, c'est comment cette reconnaissance va se traduire concrètement pour le football local. Et justement, à ce propos, il y a eu récemment un partenariat stratégique entre la Fédération royale marocaine de football, le groupe OCP et des partenaires privés pour créer un fonds de formation national de football. Ce fonds a pour but de professionnaliser les centres de formation et de promouvoir les jeunes talents en ligne avec les hautes directives royales. Donc, Amine, selon toi, quelles sont les implications de ce projet pour l'avenir du football marocain et comment il pourrait impacter la formation des jeunes joueurs? Je pense qu'on devrait se voir, toi et moi, dans 3 4 ans. On s'appelle, on se prend un café et on refait ce podcast pour voir 5 6 7 ans, en fait. Il faudra donner du temps à ce projet pour en voir les fruits et voir si finalement ça a été une bonne chose ou pas de déléguer la formation à des structures privées. Dans un premier temps, comme ça, de but en blanc, je te dis que c'est toujours bien quand il y a de l'argent qui vient pour un but aussi noble qui est celui de la formation, parce que finalement, la pérennité du football ne passera que par la formation. Après, pour moi, c'est aussi une sorte d'aveu d'échec pour les clubs actuels, parce qu'il y a la Caméra Fédé qui vient leur dire, bon voilà, vous ne savez plus former, vous ne voulez plus former. Et comme la formation est très importante, on va dédier des structures à ça. C'est un peu des sortes d'appendices de ce qui a été fait avec l'Académie Mohamed VI, dont on a eu quelques fruits qui ont brillé en équipe nationale. Et là, je pense de tête rapidement à Naïf Aguerd, bien entendu, une série et quelques autres. Moi, je parle surtout de ceux qui sont actuellement en équipe nationale et qui ont brillé au Qatar. Mais voilà, je pense que l'action est louable, la vision est intéressante, la stratégie est là, les moyens seront là. Maintenant, deux choses, il faudra, avant d'avoir un jugement tranché, dire c'est une bonne ou une mauvaise chose, attendre les premiers fruits de ces centres de formation et qu'on verra dans quelques années. Mais c'est aussi pour moi une sorte de coup de pied au derrière au club pour leur dire que ces structures bénéficient d'argent public. Certes, c'est bien pour faire tourner les équipes premières, mais c'est aussi fait pour découvrir, parce qu'on parle beaucoup de former, mais avant de former, il faut aussi scouter, il faut découvrir. C'est ce qu'a fait, je pense, le football jusqu'à maintenant et la richesse du football marocain, c'est qu'avant, les gens allaient dans les tournois de quartier, les gens allaient dans la rue, par dans les années 70, 80, 90, les gens allaient découvrir de nouveaux talents, on les ramenait, on les signait, on les formait. Et c'est comme ça qu'on a eu la belle génération de 86 qui a été la première arabe et africaine à aller au deuxième tour d'une Coupe du Monde, parce que je le rappelle, en 86, on n'est pas de professionnel, hein, à part Amallah qui partait de Jdida vers la France, à part Kirimo aussi, qui partit du Maroc vers la France. On avait peu de professionnels qui évoluaient en dehors du Maroc. Hein. Tous les joueurs qui ont brillé en 86 étaient issus de la formation, je répète, de la formation et du football marocain. Et par la suite, même 94, je me rappelle, le seul qui était la star et qui venait du football étranger, formé étranger, c'était Mustafa Hadji. Et pour le reste, l'équipe, on la connaissait par cœur, que ce soit Ben Zikri, on peut les citer. Je parle de 90 parce que pour moi, c'est la plus belle génération de footballeurs qu'on a eu, à part celle qu'on a actuellement en 2022-2024. Pour moi, 98 a surpassé celle de 86. Mais on peut les citer. Hein. Ben Zikri venait de Stade, Saber à droite venait de Wydad, Hadriou à gauche venait de Far, Nibet, ben, on sait d'où il vient. Bref, Rossi venait du Raja, Al venait du KCM, Shiba venait de Rabat, Chipo venait de Knetra, Basel venait du Raja, Camacho venait du CODM. Et donc, on avait que Mustafa Hadji qui venait de Nancy de l'époque. Donc, c'est dire que la plus belle génération de footballeurs jusqu'à celle-ci était le fruit d'une formation, je répète, d'une formation marocaine, formation de club, formation de rue dans un premier temps, puis formation de club, et que entre-temps, ben, tout ça s'est délité et s'est dilué dans une sorte de facilité, à savoir aujourd'hui, beaucoup de clubs ne veulent plus mettre de l'argent dans les formations des jeunes et qui préfèrent acheter à droite, à gauche dans des petits clubs formateurs. Et là, je trouve que c'est dommage. Et aujourd'hui, la fédération est venue aujourd'hui les désavouer, je pense, en mettant une structure privée pour former ces jeunes, parce qu'on s'est rendu compte que les clubs ne faisaient plus leur job. Donc oui, je pense que dans l'absolu, c'est une excellente chose. Mais avant de pouvoir juger du résultat probant, comme pour toute chose, ben, il faudra donner du temps au temps et à ces structures, ben, le temps qu'il faut pour former ce qu'il faut et les placer dans nos clubs. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut vraiment laisser du temps à ces structures pour porter leurs fruits.
C'est un gros investissement et comme tu dis, la formation, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on peut espérer qu'à long terme, ces projets feront une vraie différence. Alors, tout en parlant de l'évolution du football marocain, on ne peut pas passer à côté de la performance de nos clubs, notamment la Renaissance de Berkane. Comme on l'a vu, la RSB a montré encore une fois sa solidité en Coupe de la CAF la saison dernière, en atteignant la finale, même s'il n'a pas réussi à décrocher le trophée cette fois-ci. Mais il faut reconnaître que la Renaissance de Berkane a fait preuve d'une constance impressionnante ces dernières années. D'ailleurs, en Botola, elle est toujours en tête avec 9 points d'avance sur la ISFAR. Amine, comment tu vois leur performance cette saison et quelle évaluation tu ferais de leur parcours en Coupe de la CAF, surtout après avoir déjà remporté ce trophée en 2020 et 2022? Berkane est le Séville du football marocain, à savoir un spécialiste d'une compétition africaine, pas forcément la plus prestigieuse, parce qu'on va quand même les rappeler que Séville s'était fait une spécialité, avec Bono d'ailleurs, il y a 2 ans en Europa League. Et Berkane s'est fait, elle, une spécialité en Coupe de la CAF, mais aussi en Coupe du Trône, il faut le rappeler. Mais elle avait toujours eu du mal en Botola et on a l'impression que ça fait, elle a franchi un cap supplémentaire, parce que bon, pour moi aujourd'hui, au crépuscule de cette 15e journée, donc de cette phase aller, je ne vois que Belken pour aller remporter le titre. Alors, bien sûr, il reste encore 15 matchs, il peut tout arriver. Mais c'est ce qui fait un petit peu la beauté de ce sport. C'est qu'on peut parier ce qu'on veut parier sur des choses qui nous paraissent évidentes et par la suite, on peut être désavoué. Mais ça, je pense que Belken, c'est son année. Et tout comme ces 5 dernières années ont été ses années, mais au niveau africain seulement. Belken s'est fait une spécialité pour jouer et gagner et être très fort dans les matchs à confrontation directe, donc notamment les matchs africains. Elle brillait en phase de poule et par la suite, elle était redoutable. Alors, elle perd logiquement, je pense, contre une équipe de Zamalek qui était bien, bien plus forte, tant sur le match aller que sur le match retour. Même si elle le gagne, Berkane 2-1 le match aller, je pense quand même que Zamalek était plus solide. Et sur le match retour, voilà, ils ont mérité très honnêtement leur victoire. Mais maintenant, sur leur parcours global, on va dire que Berkane est une équipe qui grandit petit à petit. C'est une équipe qui, il y a encore 10 ans, n'existait pas forcément sur l'échiquier du football marocain, il faut le dire très clairement. C'est une équipe qui s'est construite patiemment. Elle a eu quand même le nez creux, on va dire, sur ces dernières années, en allant chercher toujours les meilleurs joueurs de la Botola pour se construire, acquérir de l'expérience et se poser comme un bon challenger en Botola. Ça n'a jamais été un leader, ça a été un vrai challenger en Botola qui est venu embêter en fait les clubs historiques qui étaient le Raja, le WAC, le Jish, qui revient à peine ces dernières années, mais aussi le fait. Mais Berkane, ça n'a jamais été véritablement une figure de proue du football marocain dans la Botola. Mais par contre, c'est une équipe qui a pris très au sérieux ses participations en Coupe de la CAF, qui n'a pas dénigré cette compétition, parce qu'il y a quand même quelques clubs encore qui veulent aller juste en Champions League, qui se disent qu'une troisième place en Botola qui va nous mener en Coupe de la CAF, c'est juste des prêts inutiles et c'est pas assez gratifiant. Berkane, non, elle a une stratégie inverse que je salue, parce que je trouve que c'est une excellente chose. Elle a pris cette compétition très au sérieux et au final, ça lui fait 2 titres en Coupe de la CAF, une super Coupe de la CAF qu'elle a pris contre le WAC, d'ailleurs, qui lui avait gagné la Champions League, on s'en rappelle, il n'y a pas si longtemps, et une finale perdue l'an dernier. Et cette année, je les vois non seulement avec le groupe qu'ils ont, qui est beaucoup plus équilibré, et un super recrutement, notamment le gardien Mounir de l'équipe nationale, qui est pour moi le plus beau recrutement de la Botola cette année. Je pense qu'ils ont les moyens non seulement d'aller chercher cette Botola, ils sont bien partis pour parce qu'ils sont leaders très tranquillement, en plus en jouant véritablement le meilleur football de cette année. Non seulement ils peuvent aller chercher ce titre de champion qui va les mener tout droit donc en Champions League MG, mais aussi une nouvelle Coupe de la CAF, parce qu'encore une fois cette année, je ne leur vois qu'un seul sérieux prétendant et concurrent, c'est l'équipe qui les a battus l'an dernier, à savoir le Zamalek égyptien. Mais je pense que cette année, Berkane est meilleur que l'an dernier. Et je ne suis pas sûr que le Zamalek soit aussi fort que l'an dernier. Donc je pense que s'il devait se retrouver à un gros stade de la compétition, une fois-ci, Berkane pourrait passer, je ne dirais pas aisément, mais on va dire un peu plus facilement que ce qu'on pense et aller chercher ce titre qui ferait un troisième titre en l'espace de 5 ans, ce qui est pour moi une très, 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 très grosse performance pour un club marocain. Et justement, en parlant de compétition africaine interclub, il y a une autre équipe qui continue d'écrire l'histoire du football marocain, mais cette fois-ci du côté des dames, c'est l'AS FAR, finaliste de la Ligue des champions féminines, malgré une défaite 1-0 face au TP Mazembe. Le TP Mazembe est une équipe entraînée d'ailleurs par la Marocaine Lamine Boumedi. Donc on peut dire que les militaires confirment encore leur régularité à ce niveau et on peut aussi saluer les performances remarquables de Dohan Madani, 19 ans seulement, sacrée meilleure jeune joueuse africaine de l'année.
ainsi que sa coéquipière Salah Msodi, élue meilleure joueuse interclub. Amine, comment tu vois la performance de l'AS FAR dans cette Ligue des champions féminine? Et selon toi, où en est le développement du football féminin au Maroc? Le développement du football féminin du Maroc, honnêtement, a été, on va dire, mis sur les rails il n'y a pas si longtemps, hein, même s'il existe depuis maintenant quelques années. Il n'y avait qu'une seule équipe qui surnageait, on va dire, en termes de talent et de résultats, c'était la SFAR. Donc, c'est pas étonnant. C'est la meilleure équipe et de très, très loin du football féminin au Maroc, qui a été l'an dernier marqué aussi par une bonne performance du Racing de Casablanca, qui a été aussi en Champions League, on s'en rappelle. Et après, bon, ce n'est un peu que justice que cette équipe des phares aille en finale parce que déjà on l'organisait chez nous, donc il y a quand même un avantage de terrain qui est conséquent, mais c'est aussi une équipe qui est très talentueuse et très équilibrée. C'est l'équipe qui représente le mieux d'ailleurs en termes de nombre de joueuses la Botola en équipe nationale féminine. Et puis surtout, c'est une équipe qui a mérité d'aller en finale parce qu'on m'a rappelé qu'elle tape le TP Mazembe en phase de poule, même si, bon, voilà, le TP Mazembe reste quand même pour moi là, un cran au-dessus, beaucoup plus professionnel, beaucoup plus mieux préparé, beaucoup plus ancienne aussi, avec davantage de moyens. Mais j'en discutais avec Amia Boumedi la dernière fois, et elle, en fait, quand elle perd le premier match avec le TP Mazembe contre les Phares, elle redéfinit très vite les contours de ses équipes et elle voit très vite là où ça va pas. Et elle savait qu'elle irait chercher les Phares en finale parce qu'en fait, c'était vraiment les deux meilleures équipes et personne ne pouvait les empêcher d'aller en finale. Après, sur la finale, très honnêtement, je pense qu'il n'y a pas photo. Le TP Mazembe ouvre le score très tôt sur un péno, que la gardienne des phares peut sortir, à mon sens. Elle n'est pas inoubliable sur cette action-là. Elle est pas très, voilà, quoi, le ballon est à mi-hauteur, le péno est relativement mal tiré, elle peut aller chercher. Et derrière, ça reste très, très équilibré, même si les meilleures occasions, à mon sens, sont au niveau du TP Mazembe. Donc, cette équipe des phares est grande, très grande, mais je pense qu'elle a encore besoin de grandir un peu plus en Afrique pour aller vraiment titiller les sommets et aller inquiéter les plus grandes équipes. Et pour moi, le TP Mazembe est une plus grande équipe. Mais maintenant, cette équipe des phares, pour qu'elle soit encore plus percutante en Afrique, il faut qu'elle évolue dans un championnat local beaucoup plus relevé. Et ce championnat local ne l'est pas encore, parce qu'il souffre encore d'un manque de moyens criant, parce que le niveau n'est pas bon. Sur un dernier match, je pense que les phares gagnent 22-0, il me semble, le match. Je ne veux pas t'amuser sur une compétition locale de taper des équipes comme ça avec un aussi grand écart. Donc, c'est-à-dire que footballistiquement, il y a aussi un grand écart entre toi et le reste des équipes que tu côtoies tout au long de l'année. Donc, il faut tirer le niveau de ce championnat féminin vers le haut pour pouvoir avoir des équipes justement qui puissent briller au niveau africain. Maintenant, voilà quoi, une finale de Champions League perdue contre la meilleure équipe d'Afrique, pour moi, c'est pas infamant. C'est même une super performance, même si on aurait voulu qu'elle la gagne. Mais je pense que voilà, il y a encore du travail pour ce football féminin que la Fédé a mis sur les rails, mais qui a besoin d'être boosté davantage, tant en termes de moyens humains que de moyens financiers. On a besoin de formateurs, on a besoin d'argent, on a besoin de terrain, on a besoin de joueuses, on a besoin aussi de joueuses étrangères de qualité. Même si, de l'aveu même de Boumedi, qui connaît bien aujourd'hui le football africain, elle te dit que bon, on a quand même eu un temps d'avance, nos joueuses marocaines, au niveau technique et tactique, mais qu'on a un gros déficit physique. Peut-être c'est sur ça aussi qu'il faut travailler. Mais en plus du déficit physique, il y a aussi les moyens, c'est-à-dire des terrains aux normes, des terrains d'entraînement disponibles, bien payer les joueuses aussi pour qu'elles soient dans un cadre semi-professionnel, voire professionnel, parce que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Bref, il faudrait peut-être faire en sorte d'avoir un foot féminin qui se rapproche un petit peu de l'intérêt porté au foot marocain et qui, lui, doit aussi se rapprocher encore davantage à l'intérêt porté à l'équipe nationale. C'est-à-dire que tout doit être au niveau aujourd'hui des moyens mis en équipe nationale. Je ne dis pas y avoir accès sur le même montant, mais donner un intérêt, on va dire, commun à toute cette frange de notre football-là. Parce que maintenant, il y a une certitude qui est là. C'est que le talent, on l'a. L'amour de ce sport, on l'a. On commence à avoir les infrastructures. Maintenant, je pense juste l'intérêt, un peu plus de moyens financiers. Et je pense qu'on pourra aujourd'hui nous mettre facilement sur le toit de l'Afrique, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, chez les équipes nationales de jeunes, voire l'équipe nationale A, qui aujourd'hui peut-être est l'une de nos plus belles générations. Un grand merci à toi, Amin Rahmouni, pour cette analyse passionnante. C'est toujours un plaisir de discuter avec quelqu'un qui connaît aussi bien le terrain. Je te remercie tout autant parce que le plaisir était pour moi et je pense qu'on a là en face de nous des lendemains qui vont chanter et j'espère qu'on chantera tous ensemble parce que franchement, ce qui nous attend sur les 5 prochaines années, je pense que ça va être que du bonus et du bonheur, à commencer par la CAN qu'on organise chez nous, une Coupe du Monde des clubs à laquelle le Wydad va participer, j'espère la Coupe du Monde 2026 à laquelle on ira aussi aux États-Unis et bien sûr l'apothéose,
c'est cette superbe fête que sera la Coupe du Monde 2030, parce que je suis certain, et je te le dis comme ça tranquillement, on se reverra pour en parler dans 5 ans si tu veux, que ça va être une grande fête extrêmement réussie en 3 pays chaleureux qui savent s'amuser, qui aiment le foot et qui savent très bien recevoir. Ça, je pense qu'on va décevoir personne. Merci encore une fois, Amine. Merci également à nos auditeurs et auditrices fidèles. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt sur Riyadacast.